Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci de nous avoir rejoints pour cette première session des webinars du congrès Big Data Paris. Donc le congrès Big Data Paris aura lieu les 12 et 13 mars prochains au Palais des Congrès. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à réserver votre accès directement sur notre site web bigdataparis.com. Merci d'être là pour cette première section des webinars Big Data Paris. Donc nous nous rejoindrons tous les mercredis à 15 h pour 4 sessions de webinars. Donc aujourd'hui nous aurons la chance d'accueillir Redis Lab, présenté par François Serbel, Solution Architect chez Redis Lab, qui nous parlera des bases de données Big Data. À 15h30, nous aurons la présentation de Charles Travinsky, solution consultant chez Pitnebs. Et il nous parlera du traitement de l'information spatiale pour votre plateforme Big Data. Enfin, à 16h, nous pourrons écouter Stéphane Porret, Pre-Sales Manager chez Talent, qui nous parlera de l'intégration Big Data pour tous les clouds. Enfin, à 16h30, Fad Essid, CTO de Lansrod, nous parlera de l'amélioration de l'historique de ses données clients par le Big Data Hadoop. Je vais laisser la parole à François Serbel. Bonjour Monsieur Serbel, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, très bien. Super, je vous laisse la parole. Je vous laisse également mettre votre présentation sur la plateforme Global et commencer votre présentation. Merci beaucoup. D'accord. Alors, hop. Normalement, vous devriez pouvoir voir la première page de ma présentation. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis François Serbel, Solution Architect chez Redis Labs. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du monde Big Data, des fonctionnalités que l'on peut atteindre quand on fait un choix Big Data. Pas forcément les fonctionnalités techniques, mais globalement. Et je vais également vous présenter la manière dont on essaye d'y répondre avec la solution Redis. Donc Redis Labs est une entreprise basée en Californie qui comporte maintenant plus de 7000 clients payants et qui dispose de bureaux en Europe, en Asie, un petit peu partout dans le monde. Donc voilà. Redis est une solution qui est extrêmement populaire et Redis Labs fournit une solution enterprise adaptée aux entreprises de Redis. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on veut choisir une solution Big Data, il y en a quelques-unes sur le marché. Déjà, il y a quelques familles de solutions Big Data. Il y a celles qui sont orientées documents, celles qui sont orientées clé-valeur, celles qui sont orientées graphes. Bien évidemment, il y a un choix qui se fait sur le plan technique, mais il n'y a pas que ce choix technique, puisqu'on fait on choisit une solution pour stocker des données, et on ne choisit pas une solution, en règle générale, on ne choisit pas une solution juste pour un projet, mais on choisit une solution qui devra s'adapter, qui devra suivre l'entreprise. Donc, un des premiers points à prendre en compte, c'est le côté multitenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les applications de plus en plus sont des applications qui sont fournies en mode SaaS ou du moins sur le cloud, enfin selon, mais disons c'est des solutions, c'est des projets qui sont destinés à être mutualisés. Et par ailleurs, on peut avoir plusieurs projets. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque l'on choisit une solution, il faut bien évidemment que cette solution soit en mesure de pouvoir grossir et suivre l'évolution du nombre de projets ou l'évolution du nombre de clients qui vont se connecter à cette application. Par client, j'entends client enterprise dans un monde B2B. Donc, il est important de regarder que la solution que l'on choisit, les solutions que l'on évalue, de regarder si elles sont multitenantes, si elles peuvent au sein d'un cluster, puisqu'en général elles fonctionnent en cluster, au sein d'un cluster, croître et héberger un nombre inconnu au départ de bases de données et que l'on puisse en rajouter et que l'on ne soit pas limité par la technologie, uniquement, je dirais, par les ressources matérielles. Ensuite,
Un autre point important, c'est que bien souvent les solutions NoSQL sont des solutions, je dirais, de niche sur les données, puisqu'elles elles ne supportent que bien souvent très peu de types de données. Alors celles qui sont orientées documents vont supporter du JSON ou du XML. Celles qui sont clés valeurs uniquement pures vont stocker des valeurs qu'elles ne comprennent pas forcément, donc elles ne peuvent pas forcément indexer. Ce genre de problématique. Donc, il est important également de prévoir un moyen de stockage, une solution Big Data qui puisse non seulement, bien évidemment, être redimensionné pour héberger tous les projets en cours, mais également à venir, mais qui puisse également s'adapter par rapport aux données que ces projets vont nécessiter, des données que les projets vont devoir stocker. Et pour cela, il est important justement que la solution Big Data ou NoSQL puisse non seulement supporter un certain nombre de types de données nativement, mais puisse également être étendue pour des besoins qui sont inconnus au moment où on l'installe ou au moment où on la choisit. Ensuite, ce qui est bien souvent le cas dans des applications aujourd'hui, c'est que les applications, elles peuvent être développées sous la forme de microservices ou non, mais bien souvent elles sont sous la forme de différentes briques qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin de se synchroniser entre elles. Lorsque l'une des briques modifie certaines données dans la base, il est important qu'elle puisse notifier les autres briques logicielles que la donnée a été modifiée. Si je prends un exemple tout simple, imaginons que j'ingère des données sur des capteurs, par exemple, et que par ailleurs j'ai un utilisateur qui a ouvert la page d'un capteur. Eh bien, au moment où j'ingère la donnée sur le capteur, il est important de notifier l'interface utilisateur que la donnée a été changée et donc que cette interface puisse en temps réel mettre à jour les informations affichées à l'utilisateur. Donc pour cela, il faut bien souvent prévoir des moyens de communication entre les applications. Une autre contrainte de plus en plus forte aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir des applications qui soient réparties pour plein de raisons différentes. Il peut s'agir de disaster recovery, mais il peut également s'agir de proximité géographique entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie, par exemple. Et donc, on va avoir des data centers et des clusters qui vont être répartis à travers le monde et qui vont devoir héberger les mêmes données, potentiellement pouvant être mises à jour de manière concurrente. Et il est important de s'assurer de la manière dont les conflits vont être résolus, puisqu'il y aura des conflits vu que les applications vont mettre à jour les mêmes données de manière concurrente. Alors bien évidemment, on peut le résoudre partiellement, je dirais, par la modélisation des données, mais de nos jours, il existe des algorithmes mathématiques permettant de réconcilier les mises à jour concurrentes et conflictuelles sur une donnée de manière prédictible et de manière cohérente. Si je prends par exemple là l'exemple que j'ai à l'écran, imaginons que j'ai un compteur qui vaut 2 au départ et qui est à la fois en Europe et aux États-Unis. Si d'un côté je l'incrémente de 3 et de l'autre côté je l'incrémente de 2, au final, ce que j'attends, c'est quand je lis mon compteur d'avoir un 7. Je n'attends pas ni un 2 plus 2 d'un côté, ni un 2 plus 3 de l'autre. Je ne m'attends pas à ce qu'une de ces deux valeurs ait écrasé l'autre, ce qui est malheureusement bien souvent le cas. Je m'attends réellement à avoir une réconciliation des mises à jour qu'il y a eu des deux côtés. C'est quelque chose qui est important dans le sens où, effectivement, si on a une gestion de stock, par exemple, et que j'ai des utilisateurs qui achètent des produits des deux côtés, mais que les produits sont stockés dans un seul et même entrepôt, il est évident que ma gestion de stock doit être précise et doit refléter la réalité. Par ailleurs, bien souvent, on a besoin justement dans ce contexte de mise à jour concurrente, on a besoin d'avoir un support des transactions et éventuellement d'un verrouillage. Parce que il est bien souvent dans le monde NoSQL, quelle que soit la famille que l'on choisisse, peut-être un petit peu moins avec les modèles documents, mais cela se produit quand même, on a besoin de faire des mises à jour sur plusieurs enregistrements différents.
Bien souvent, dans le monde NoSQL, on répond que les données sont mises à jour atomiquement au niveau d'un enregistrement, c'est-à-dire d'un document ou d'une clé pour un clé-valeur, ce genre d'atomicité. Alors évidemment, c'est vrai, mais ça signifie qu'il va falloir modéliser ces données pour que toutes les informations potentiellement à mettre à jour de manière atomique se trouvent dans un seul et même enregistrement, dans un seul et même document. Donc, il est intéressant de vérifier que la solution choisie, ou du moins évaluée, puisse gérer un mécanisme de transaction et éventuellement un mécanisme de verrouillage. Pour les verrouillages, il y a plusieurs mécanismes de verrouillage. Ensuite, dans le monde NoSQL, la plupart des solutions sont disponibles en open source. Donc c'est très bien. Maintenant, ça ne fait pas tout. L'open source, ça permet d'avoir accès aux sources, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il y ait derrière une forte communauté. Ça, c'est extrêmement important, puisque c'est lorsque l'on va devoir trouver une réponse à un problème que l'on se pose au moment d'implémenter le projet, le développeur se pose une question, il ne sait pas trop comment faire, ou alors la maîtrise d'ouvrage, l'architecte se demande si c'est possible de faire telle ou telle fonctionnalité. Eh bien, en fonction de la taille de la communauté de la solution open source, on va tout de suite se rendre compte que ce problème a déjà été rencontré par quelqu'un d'autre et qu'il a été résolu de telle manière, voire même de telle et telle manière, de plusieurs manières différentes. Donc la communauté est une énorme base de connaissances qu'il ne faut pas négliger au moment du choix d'une base NoSQL, puisque par la suite, elle va être très utile en termes de modélisation, d'architecture et de développement. Alors, il y a également les contributions, je dirais, de la communauté, non pas au niveau de la base de connaissances, mais au niveau des fonctionnalités, puisque, bon, pour prendre Redis comme exemple, les pilotes pour se connecter à une base de données Redis existent dans plus de 40 langages de programmation différents. Donc, ce sont des briques logicielles qui vont permettre, grâce à la communauté, quel que soit le langage que vous utilisez, que ce soit R, Scala, Python, parce que vous avez des data analystes, eh bien, vous allez trouver les pilotes qui vont vous permettre de vous connecter à Redis et qui vont vous permettre de manipuler vos données, quel que soit, je dirais, votre langage de développement. Alors, je dirais un bon indice par rapport à la taille de la communauté, en règle générale, c'est de demander à Google à propos de juste le nom de la solution NoSQL et le nombre de réponses, comparer le nombre de résultats que Google peut fournir, ça donne un premier indice. Après ça, ça ne fait pas tout non plus. Ensuite, dans le monde de l'entreprise, on ne se limite pas, il n'y a pas juste un développeur qui s'occupe de faire la conception de l'architecture, le développement, toutes les parties d'un projet. Donc, cela implique de nombreuses personnes et les personnes peuvent changer. Il y a du turnover. Et là encore, quelque chose d'extrêmement important, c'est, ça va de pair, je dirais, avec la communauté, c'est de pouvoir trouver pour l'entreprise des ressources, que ce soit directement pour les recruter ou que ce soit pour se rassurer par rapport aux partenaires ou aux intégrateurs qui feront la sous-traitance. Et donc, là encore, je dirais, un des moyens d'évaluer justement la disponibilité de ressources, de personnes qui connaissent la solution NoSQL, va être d'interroger des moteurs spécialisés comme LinkedIn par exemple. Alors, comment est-ce que à Redis on traite ce type de problème? Déjà, la solution open source gère plusieurs types de données. Alors, bien évidemment, c'est une solution de type clé-valeur, mais en fait, pas uniquement clé-valeur, clé data structure, structure de données. C'est-à-dire que les valeurs ne sont pas forcément juste des blocs que la base ne comprend pas. Ça peut être des structures de données beaucoup plus complexes. Alors, si on prend par exemple en face d'une clé, eh bien, je peux stocker comme valeur une simple chaîne de caractères et je vais pouvoir pousser une chaîne de caractères ou lire une chaîne de caractères à partir de cette clé. Quelque chose d'extrêmement basique. Mais je vais pouvoir également demander à Redis de stocker un ensemble de données uniques, un ensemble d'éléments uniques derrière une clé. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir non seulement lui envoyer
tout un ensemble de valeurs uniques que je mets derrière une clé, récupérer tout cet ensemble, mais je vais pouvoir également le manipuler directement dans Redis, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de récupérer tout l'ensemble pour rajouter un élément dedans et le repousser dans Redis. Je vais pouvoir demander à Redis, voilà, ajoute-moi cet élément dans l'ensemble s'il n'y est pas, retire-moi cet élément, dis-moi combien il y a d'éléments, est-ce que cet élément existe, ce genre de primitive. C'est très important pour deux raisons. D'une part, l'ensemble peut être très volumineux, et donc le transférer à travers le réseau va être long et coûteux. Mais en plus de ça, si je le télécharge dans mon application, que je le modifie, que je le réenvoie, il faut que je m'assure qu'une autre application n'ait pas modifié cette clé entre-temps. Donc, des problèmes de concurrence. Donc tout ça, c'est géré automatiquement. Alors après ça, sur le même principe, on va savoir gérer des index géospatiaux pour pouvoir faire des recherches de proximité, calculer des distances, ce genre de choses. On va pouvoir également enregistrer comme structure de données un ensemble de valeurs uniques mais scorées. C'est-à-dire que chaque élément de mes valeurs va comporter un score. Ce score, bien souvent, on va pouvoir lui mettre un timestamp, donc un eurodatage, ou bien une priorité. Et là, ça signifie que, eh bien, toujours pareil, dans Redis, je peux bien évidemment récupérer tout, faire certaines fonctionnalités, demander à Redis de faire des actions sur mon ensemble de valeurs, mais je peux également lui demander de me renvoyer les n premiers éléments de mon ensemble classés par score. Lorsque je suis sur des scores de type horodatage, si je lui demande les n premiers, ça va me donner le début ou la fin de ma liste, donc les tout premiers éléments ou les tout derniers éléments ajoutés à mon ensemble. Mais je peux également lui demander à avoir tous les éléments de mon ensemble entre telle heure et telle heure. Et donc là, je vais pouvoir naviguer de manière temporelle dans les valeurs de mon ensemble. On va pouvoir également, dans les types de données, dans les structures de données, stocker des listes. Donc des listes, ce sont des listes d'éléments qui ne sont pas forcément uniques. En revanche, ces éléments sont ordonnés en fonction de leur ordre d'insertion. On va pouvoir pousser des éléments en tête de liste ou en fin de liste et faire des opérations atomiques sur ces listes. Autrement dit, là, pour donner un exemple de cas d'usage, il peut s'agir d'une chaîne de traitement. On va avoir une liste de traitements à effectuer et on rajoute des traitements dans cette liste. Et puis, je vais avoir n instances consommatrices qui vont dépiler un élément de cette liste pour l'empiler dans leur liste propre de traitement en cours. Et Redis le fera de manière atomique, de sorte que tous mes consommateurs vont traiter un élément et seront le seul à le traiter. Et puis si ma liste s'engorge, eh bien il n'y a rien à faire, il n'y a rien à développer, il n'y a pas de nouvelle configuration à faire, il suffit juste de démarrer un consommateur supplémentaire qui va dépiler un petit peu plus dans ma liste. On va avoir bien évidemment d'autres structures comme des hashes qui vont permettre d'enregistrer des catalogues produits ou des utilisateurs. On va avoir la possibilité de faire des comptages avec les hyperlogs logs de manière optimisée. On va pouvoir également utiliser des bitfields qui sont une structure de données extrêmement compacte d'un point de vue du stockage et de l'utilisation de la mémoire, mais extrêmement puissant, puisque l'on pourra très bien demander en utilisant un bitfield, voilà, je souhaiterais avoir tous les visiteurs uniques venus sur cette page, mais je ne veux avoir que les hommes mariés et avec enfants. Et quel que soit, je dirais, le nombre d'utilisateurs, la réponse va se faire de l'ordre de la milliseconde. Et puis, alors là, ce sont tout un tas de structures qui sont directement disponibles nativement dans Redis, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a les besoins connus aujourd'hui, et puis il y a les besoins qui ne sont pas encore connus. Et pour cela, eh bien, il est intéressant d'avoir un mécanisme d'extension pour permettre d'implémenter justement de nouveaux types de données ou de nouvelles fonctionnalités. Alors, pour les types de données, il peut s'agir par exemple d'un type de données JSON, qui, bon, en ce qui nous concerne, existe sous la forme d'un module, mais il peut également s'agir d'une fonctionnalité telle que du full text search ou du machine learning, ou d'autres fonctionnalités, du réseau neuronal, des filtres Bloom, ce genre de fonctionnalités. Là, je vous parle de modules qui existent déjà. Alors, ensuite, ce qui va se passer, c'est que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit scalable, et donc que l'on ait une solution, bien souvent donc en cluster, qui puisse être redimensionnée pour suivre les besoins de l'entreprise et pour pouvoir héberger de plus en plus de projets, et pour chacun de ces projets, pour pouvoir leur permettre de croître également. Donc, ce qui se passe, c'est que Redis
open source, Redis communautaire, implémente déjà toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé précédemment, les types de données par exemple, et donc va permettre aux développeurs d'implémenter la totalité du besoin métier. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette application, ce projet qui a été implémenté, il va falloir le déployer en production. Et pour ce déploiement en production, c'est là où justement Redis Labs a rajouté une surcouche, une couche entreprise, par-dessus la version communautaire pour apporter différentes fonctionnalités comme un proxy pour gérer les connexions aux différentes briques, je dirais, de stockage de données, un gestionnaire de cluster et une interface de manipulation, je dirais, du cluster et de retour d'informations. Pourquoi? Eh bien parce que le proxy va avoir la connaissance de la topologie du cluster et elle peut être complexe, mais d'un autre côté, ce proxy fait l'interface avec les applications et il va exposer aux applications uniquement une base de données Redis la plus simple qui puisse être. Autrement dit, du côté de l'application, il n'y aura aucune complexité, il n'y a pas besoin d'avoir un client parmi tous les clients disponibles, un client qui soit intelligent ou évolué et qui connaisse la topologie du cluster. Non, un simple client, le plus basique qui soit, va pouvoir se connecter au proxy et manipuler les données. C'est le proxy qui va s'occuper de router les requêtes et qui va se charger de toute la complexité. Ensuite, on a besoin bien souvent d'un cluster manager, d'un gestionnaire de cluster, et donc là, Redis ne fait pas exception. Il y a un gestionnaire de cluster qui va s'occuper de l'ajout, de la suppression de nœuds, de la détection des défaillances, de la création des bases de données, du redimensionnement des bases de données, du rééquilibrage de la charge sur les nœuds, ce genre de choses. Et puis, ce cluster manager, il faut pouvoir le manipuler. Pour cela, une API permet de le manipuler. Donc, en ce qui nous concerne, on dispose d'une API REST, qui permet de piloter intégralement le cluster manager et qui permet également de faire une remontée d'informations pour le monitoring, chose qui est très importante en entreprise. Autrement dit, on peut très bien imaginer avoir de l'autoscaling, c'est-à-dire que l'outil de monitoring, grâce à l'API REST, va détecter que le cluster commence à être sous-dimensionné ou surchargé, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Et cet outil de monitoring a la connaissance de la totalité de votre infrastructure. Il va pouvoir provisionner une nouvelle machine virtuelle quelque part, y déployer Redis à l'aide d'un gestionnaire de configuration, Puppet, CF Engine, Chef, Ansible, peu importe. Et puis, à travers l'API REST, encore une fois, il va intégrer ce nouveau nœud dans le cluster et demander au cluster de rééquilibrer la charge sur ce nouveau nœud. Alors, tout ça, pour fonctionner, on a besoin d'avoir un nombre impair de nœuds. C'est une question de quorum, en fait. En cas de coupure réseau, il faut que lorsque les deux moitiés du cluster sont complètement coupées et isolées, qu'elles ne peuvent absolument plus communiquer, qu'elles soient tout de même en mesure de prendre au moins une décision. Savoir qui des deux doit prendre la totalité de la charge et qui doit s'éteindre. Et donc, lorsqu'elles ne peuvent plus communiquer, évidemment, il y en a au moins... Les deux sont au moins d'accord sur un point, c'est j'ai la majorité des nœuds, je n'ai pas la majorité des nœuds, et donc en fonction de cette information, peuvent prendre une décision. Par la suite, ce qui se passe, c'est que le cluster, de toute façon, est complètement homogène. Autrement dit, il n'y a aucune ressource partagée dans le cluster, aucun service n'est que sur certains nœuds, il n'y a pas de nœud dédié, de nœud spécifique, de nœud de passerelle ou de nœud de configuration. Il n'y a pas ce type de nœud. Tous les nœuds portent réellement tous les services, les mêmes programmes, les mêmes binaires et les mêmes processus. Comment est-ce que la scalabilité peut se faire? Eh bien, imaginons que toutes les données tiennent dans une seule instance. Une instance Redis, c'est monothread par conception, parce que c'est plus efficace. Donc, la base de données tient sur une instance, sur un seul thread, et donc est gérée par un seul cœur. Maintenant, on considère qu'un cœur peut atteindre les 25 000 opérations par seconde, mais au-delà, il faut penser à diviser cette base. Donc, par API REST, par exemple, ou par la ligne de commande, ou par l'interface web dont dispose Redis, on va pouvoir demander au cluster manager de découper la base en deux, de manière à ce que la base de données soit sur deux instances Redis, chacune des deux étant maître sur la moitié du jeu de données. Donc la totalité de la base devient exposée et servie grâce à deux cœurs. Et ainsi de suite, jusqu'à exploiter tous les cœurs disponibles.
Une fois que l'on a exploité tous les cœurs disponibles sur le cluster, eh bien, de manière très simple, comme je le disais tout à l'heure, on peut rajouter des nœuds dans le cluster de manière à l'étendre. Dans ces nouvelles ressources disponibles en CPU, en RAM, en espace disque, en réseau, eh bien, je vais demander au cluster manager de redistribuer mes données. Il va déplacer les instances, tout ça sans aucune interruption de service, puisque le proxy masque à l'application ce qui se passe au niveau du cluster. Et puis au final, je vais pouvoir redécouper mes bases de données pour pouvoir exploiter toutes les ressources, y compris les nouvelles ressources que j'ai rajoutées dans mon cluster. On va pouvoir également gérer la haute disponibilité, c'est très important. Alors la haute disponibilité, bien souvent, il s'agit d'avoir un réplica des données dont on dispose dans la base. Imaginons que l'on ait une base de données, tiens j'ai une icône qui a disparu, le M2, qu'on ait une base de données qui soit répartie sur deux instances Redis, M1 et M2, qui sont sur deux nœuds. Mais notre cluster de 3 nœuds, eh bien le nœud 2 et le nœud 3 partagent une alimentation, une climatisation, un switch réseau. Et donc, si j'informe Redis de ce fait, eh bien automatiquement, les données que je réplique depuis le nœud 1 vont être sur un des deux autres nœuds. Il y a le choix. Mais en revanche, les données qui sont sur le nœud 2 et que je veux répliquer par sécurité, eh bien, je ne peux les mettre que sur le nœud 1. Je ne veux pas les mettre sur le nœud 3 car il y a une ressource partagée. Derrière, ce qui va se passer, c'est qu'en termes de haute disponibilité, eh bien, grâce à cette architecture, on va pouvoir avoir des applications connectées sur le proxy et les données stockées sur une des instances. Et puis, l'instance, pour une raison ou une autre, tombe. C'est pas grave, l'instance esclave, le réplica, devient maître. L'application ne perd même pas sa connexion au proxy. Simplement, le proxy redirige les requêtes vers la nouvelle instance maître. Et puis, le cluster manager, on lui a demandé d'avoir de la haute disponibilité. Là, il ne l'avait plus. Donc, il va automatiquement se remettre dans une situation de haute disponibilité en recréant un nouveau réplica ailleurs sur le cluster, de manière à revenir dans une situation de haute disponibilité. Toutes ces étapes sont complètement automatisées. Autrement dit, en cas de défaillance, eh bien, la défaillance est gérée et le retour à une situation de résistance à la panne se fait de manière automatique. Et puis derrière, l'administrateur peut tout à fait faire un choix, ou par script, on peut automatiser ces choses-là, pour revenir dans une situation qui soit celle initiale. En cas de défaillance d'un proxy, eh bien, le même type de mécanisme va se produire, c'est-à-dire que on va, grâce à un enregistrement DNS ou à un service discovery, on va indiquer aux applications qui viennent de perdre la connexion que si elles doivent la réouvrir, en fait, elles la réouvrent, mais sur une autre adresse IP. Et donc, automatiquement, elles vont se connecter sur un autre proxy qui fonctionne et elles vont pouvoir continuer à utiliser la base de données. Et le cluster manager, là, dans cette situation-là, n'est plus dans une situation de haute disponibilité. Donc, il va automatiquement recréer un proxy de manière à revenir dans une situation de haute disponibilité. Toutes ces étapes, encore une fois, sont complètement automatiques. Et la dernière, celle, je dirais, qui vient après, mais qui n'est pas nécessaire immédiatement, eh bien, peut être automatisée si on le souhaite, sinon elle peut être laissée à la main des administrateurs. À quoi sert un proxy dans notre situation? Eh bien, le proxy sert à optimiser, je dirais, la gestion des connexions réseau. En fait, grâce au proxy, on va limiter le nombre de connexions, puisque si la base de données était répartie sur plusieurs instances, eh bien, ça veut dire que chaque application doit se connecter à toutes les instances pour accéder à tout son ensemble de jeux de données. Là, grâce à un proxy, une seule connexion sur ce proxy suffit, et derrière, le proxy a un nombre limité de connexions sur les instances, et ce proxy va être en mesure d'optimiser ses connexions en termes de pipelining et en termes de multiplexage. Je crois qu'il me reste encore quelques minutes, puisqu'on avait commencé avec quelques minutes de retard, il me semble. Il vous reste un petit peu de temps, Monsieur Serbel, mais je vous invite à vous dépêcher pour peut-être répondre aux questions des personnes qui nous écoutent. Pas de souci. Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est que Redis a beau être une solution clé-valeur en mémoire, Redis dispose également de mécanismes de persistance sur le disque pour que l'on puisse bien évidemment arrêter le cluster et le redémarrer, avec de la synchronisation qui peut se faire à l'opération ou en fonction du temps, toutes les secondes, toutes les heures, toutes les 4 heures, comme on le souhaite. D'autres fonctionnalités qui sont extrêmement importantes, c'est la réplication multi-data center, donc qui va permettre de répliquer une base de données pour avoir du disaster recovery, pour avoir des bases de données hébergeant les mêmes données mais avec des contraintes d'accès différentes,
en termes de performance par exemple, avec de l'actif-actif. Et la possibilité également de déborder, ça a beau être une base de données clé-valeur en mémoire, lorsque la mémoire est pleine, Redis sait tout à fait utiliser du disque, non pas pour la persistance ce coup-ci, mais comme extension de la mémoire, pour permettre d'y stocker des données froides lorsqu'il y en a, les données les moins souvent accédées. Donc, effectivement, peut-être y a-t-il des questions. Donc, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, je ne sais pas exactement où apparaissent les questions dans les conversations, j'imagine. Alors j'invite tous les membres qui nous écoutent à poser leurs questions dans les fils du groupe qui est sur votre droite. Nous n'avons pas de questions pour l'instant, alors je vous invite, Monsieur Serbel, à continuer et à clôturer votre présentation. En fait, j'étais quasiment à la fin, donc après ça, je dirais, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le stand au salon. Vous pourrez y trouver, normalement, nous y serons tous les jours. J'y serai avec un commercial et d'autres personnes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, comparaison avec un produit comme Solaire. Alors, la différence, ça va être que Solaire, déjà, c'est du Java. C'est un moteur de recherche, c'est un moteur d'indexation, on va dire. Redis est avant tout une base de données clé-valeur. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, grâce à un module, on va pouvoir faire de l'indexation. En l'occurrence, pour donner un exemple, on peut faire du full text, on peut faire de l'indexation full text. Après ça, voilà, le Solaire est plus orienté, je dirais, indexation que stockage. Redis, c'est stockage en mémoire et c'est pas du Java pour faire court. Après ça, il faudrait voir en fonction évidemment du cas d'usage dans lequel ça s'inscrit, parce que on ne répond pas forcément à tous les cas d'usage. En termes de GeoIndex, ce qui se passe, c'est que on va stocker les informations de latitude et longitude, et altitude éventuellement également aussi, dans un codage de type GeoH, qui présente la particularité de pouvoir faire des calculs de distance extrêmement rapidement. Et donc du coup, on va pouvoir calculer des distances entre différents points sous la forme de rayons, donc de distance pure, ou éventuellement sous la forme de polygones. Et concrètement, derrière, c'est stocké dans un ensemble de données scorées, le score étant justement le GeoH. Et j'ai fait dernièrement justement une preuve de concept sur ce sujet avec 120 000 périphériques à suivre et je ne sais plus combien de millions d'enregistrements. Et derrière, j'arrivais à avoir des temps de réponse qui étaient plus que raisonnables à l'échelle mondiale, on va dire. Il semble que je n'ai plus de questions. Merci Monsieur Serbel pour cette belle présentation de Redis. Nous allons maintenant passer à la seconde intervention du webinar. Donc, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à venir vous rencontrer sur le stand au congrès Big Data Paris les 12 et 13 mars prochains au Palais des Congrès.